Du coup, la proposition, c'est qu'on fasse circuler le micro pour quelques questions pendant un quart d'heure. Et du coup, j'invite les personnes qui ont des questions à poser de lever la main et on se passe le micro. Et de la même façon, aux intervenants, je vous propose d'essayer de faire tourner le micro. Merci pour vos interventions, très intéressantes. Moi, j'avais une question, surtout depuis le livre Infantisme de Leila Benoît. J'ai du mal à comprendre en fait l'adultisme, l'infantisme. On n'a pas parlé d'infantisme justement là dans les interventions, et du coup je me posais la question, vous, comment vous voyez l'infantisme et l'adultisme? J'ai lu le livre de Leila Benoît hier. Alors ça tombe très bien parce qu'en rentrant de Metz hier, j'ai lu le livre de Leila Benoît, donc c'est encore tout frais dans ma tête. Leila Benoît a donc publié un bouquin il n'y a pas longtemps d'une 40aine de pages, très facile et très rapide à lire, sur l'infantisme. Elle parle des travaux sur le childisme de Young-Breuer, et la façon dont elle définit l'infantisme, c'est une forme d'agisme sur les jeunes personnes, c'est-à-dire son ensemble de discrimination, de stéréotypes. Leila Benoît apporte une perspective très intéressante, une question que j'ai pas eu le temps d'aborder, mais sur la question des combats écologiques. Elle analyse par exemple comment est-ce que la génération Greta Thunberg ou Greta Thunberg elle-même sont discréditées. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est des jeunes qui s'engagent dans la militance écologique, mais est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt aller draguer des filles, par exemple? Et j'étais en train de me demander, du coup, dans le train, après avoir fini ce bouquin, est-ce que la première violence, alors est-ce que c'est une violence éducative à réfléchir, mais est-ce que la première et la pire des violences, c'est pas de laisser un monde dans cet état, et à voir comment est-ce que comment est-ce que la crise écologique est elle-même une forme de violence à travers les générations quand on voit ce qu'on est en train de laisser aux nouvelles générations. Mais voilà comment est-ce que je situe donc dans le prisme de l'âge. Enfin, Leila Benoît ne parle pas de domination adulte, mais c'est du côté des discriminations avec l'infantisme comme une sous-catégorie de l'agisme. C'est comme ça que je l'ai compris. Et peut-être quelque chose qui se présente sous forme d'une discrimination positive. Moi, ce qui m'est arrivé récemment, lorsque j'ai relayé une pétition qui demandait une extension du droit de vote pour les personnes à partir de... Je me rappelle plus ce que c'était. Est-ce que c'était 12 ans ou 15 ans? C'était Paul Duhamel. Ouais, c'est ça. C'était 15 ans? Oui, c'était 15 ans. C'était 15 ans. Moi, il avait 11 ans quand il a lancé. Oui, c'est ça. Moi, je suis pour un droit universel, absolu, sans condition d'âge, de toute manière. Ça n'a aucun intérêt. Mais et là, oui, c'est très bien. Et là, en fait, les réponses que j'ai reçues, c'est... hors de question, les enfants n'ont pas à se préoccuper de choses pareilles. Alors, aller draguer des filles, mais profiter, s'amuser. On va pas les accabler avec ces choses-là. Et voilà, c'est pas pour dire qu'ils sont pas capables. C'est que c'est pas leur temps, ils ont d'autres choses à faire. Il faut qu'ils s'amusent. Pardon, n'importe quoi. Ouais. Faut qu'ils s'amusent. Et ça, effectivement, ça relèverait de l'infantisme, c'est-à-dire d'une série de de représentations de l'enfant et de ce qu'il doit faire. Voilà. Et ouais, mais je pense que ce serait intéressant d'y réfléchir et de voir comment on peut intégrer. Mais en fonction de ce dont on parle, on peut employer un terme ou un autre, ou on peut simplement faire des périphrases plutôt que d'utiliser des mots en isme qui sont de toute manière pas toujours très précis. Voilà. Okay. Merci. Rodolphe, vous voulez intervenir sur cette question? Il y a une autre question de toi. Tu veux les compléter? Je vais juste répondre que pour moi, je ne fais pas de différence. Pour moi, je dirais ça de l'agisme en termes généraux, mais que de l'agisme, pour moi, ça fait partie de la colonialité comme rapport de domination, et que ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire il faut qu'on classe rapidement. Donc, il faut qu'on mette dans des tranches d'âge. Et c'est pour ça qu'il y a une pression sur chaque tranche d'âge. Et je pense en particulier, par exemple, en Occident, sur la question des femmes, c'est-à-dire aussi en termes intersectionnels, c'est-à-dire les femmes en âge de procréer, elles vont aller dans la catégorie femmes. Après, en sortant, à partir du moment où on se dit elles sont passées côté de la ménopause, elles sont autre chose, elles sont rien. Enfin, je veux dire, il faut qu'on classe. Et ça c'est une question de vraiment d'apparence qui doit être rapidement fait. C'est pour ça, je pense que les points d'achoppement, c'est pas le bébé d'1 an, enfin de 12 mois, c'est autour de... Et c'est très intéressant cette question juridique, et on voit bien qu'il y a des questions qui vont au-delà. C'est
quand finit l'enfance. Enfin, déjà qui est une invention occidentale. Et donc, quand finit l'enfance ou quand commence l'âge adulte ou l'âge... donc, pour moi, c'est de l'agisme. Et je ne ferai pas de distinction. Vraiment, je n'ai aucune idée de quoi d'utiliser ça. Pour moi, il y a une colonialité autour de l'âge, c'est-à-dire de tranches d'âge et qui sont en lien avec chaque société aussi. C'est-à-dire que ce qui s'applique en France ne s'applique pas de la même manière au Sénégal ou en Algérie, parce que les contextes sont différents, parce que ça dépend de combien de populations, d'une certaine tranche d'âge on va trouver. Donc s'il y a plus de jeunes, les distinctions vont être différentes. Bon, les questions de genre entrent aussi, et bien sûr la classe. Enfin, qui a la possibilité de se dire femme ou voilà ce que j'aurais à ajouter à la question. Je rebondis sur une remarque que tu as faite, Gabrielle, où tu disais qu'il y a un certain nombre de parents qui sont dans le déni quand tu posais la question de l'intention. Et c'est une chose que moi j'ai constatée aussi dans ma pratique professionnelle. Et la question que je me suis beaucoup posée, c'est, je rebondis sur plein de choses, c'est à quel moment un opprimé devient un oppresseur. Qu'est-ce qu'il explique? Moi, il y a une intervention là récemment de Mathieu Palin qui a écrit Nos pères, nos frères, nos amis, qui traite de la question de la violence conjugale. Et il y a une chose qui m'a interpellée, c'est qu'il dit, en fait, quand il regarde un petit peu le parcours de ces hommes qu'il a été, il a infiltré, en fait, il a rejoint des groupes de maris violents. Et en fait, il y a une chose qui m'a interpellée, c'est qu'il dit ils ont beaucoup été violentés et la question c'est qu'à un moment ils se sont opposés aux parents violents, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours le père, et qu'en fait à un moment ils se sont résignés. Et je me demandais si le déclencheur n'était pas là. Et du coup ma question elle est là, c'est comment vous identifiez dans les parents qui peuvent être auteurs de VEO. Et une autre petite question qui va avec, c'est que vous avez balayé le champ du coup de la sociologie, du droit, de la biologie et pas de la psychologie. Est-ce que c'était pour une... Hein ? Ça vient, d'accord. Donc du coup, est-ce que c'était pour une raison voilà. Je voulais juste dire que les aspects psycho vont être abordés un peu plus tard, notamment avec l'intervention de Cathy. Je ne sais pas où, je ne la vois plus, hein, Cathy. Mais la question du psychotrauma, évidemment, va être abordée. Et juste très rapidement, les opprimés sont potentiellement des oppresseurs. Non seulement dans le temps, ils peuvent avoir été opprimés et devenir oppresseurs, mais aussi dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fonction des espaces dans lesquels ils évoluent, ils sont opprimés ou oppresseurs. Ça, c'est une première chose. Mais notamment, un enfant violenté cristallise des psychotraumas qui vont s'exprimer à l'âge adulte d'une manière ou d'une autre. Et on a aussi des psychologues ici qui pourraient en parler mieux que moi. J'ai évoqué tout à l'heure dans mon texte l'idée que la sensibilité de l'enfant est tuée par la violence qu'ils subissent. Et c'est une condition qui va permettre l'émergence de comportements violents. Selon différents mécanismes, et je pense que vraiment on pourrait en parler pendant des heures, mais un des premiers, alors il y a le rejouement, ça c'est un concept que tu connais sûrement et dont on parle en psychanalyse. Marc-André Coton aussi en parle beaucoup. Dans la psychohistoire, on parle beaucoup de ça. On rejoue les scénarios qui nous ont forgés, en fait, qui ont forgé nos conceptions des relations à autrui. Et aussi, il y a aussi peut-être la notion de
c'est pas la fidélité, c'est qu'on appelle ça déjà la loyauté. Voilà, merci. La loyauté. Il y a quelque chose de l'ordre de la survie, de se dire que nos parents ont fait ça pour notre bien et que c'est bien. Et il y a plein d'autres mécanismes, mais évidemment, c'est hyper important. Et on pourrait faire un atelier d'ailleurs, je pense, dans le forum ouvert sur ce sujet-là.